On nous parle souvent de fair play, d'esprit sportif. Oui, Mais que se passe-t-il quand l'instance qui est censée être l'arbitre impartial, elle semble se transformer en autre chose, peut-être en instrument de vengeance? quand les sanctions tombent, non pas comme une justice équitable, mais vraiment comme un orage ciblé et dévastateur. C'est exactement ça. Pour notre analyse aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a vraiment secoué le football africain. On assiste peut-être à un scandale, oui. Un scandale qui oppose la fédération algérienne à l'instance dirigeante du continent, la Confédération africaine de football. Et tout ça sur fond de sanctions, extrêmement lourdes, après un match sous haute tension. Et ce qui est sur la table, c'est une cascade de sanctions d'une sévérité assez rare contre une fédération, une équipe et ses joueurs. Tout à fait. L'analyse ne porte pas tant sur la faute en elle-même que sur la disproportion et aussi sur le timing. Au-delà du terrain, on a l'impression que c'est une affaire de pouvoir, de messages envoyés. De dynamique institutionnelle, oui. Notre discussion aujourd'hui va décortiquer cette affaire, non pas pour juger, mais vraiment pour essayer de comprendre les mécanismes en jeu. Alors, commençons par le début, le verdict. Avant même de parler d'argent, parlons des hommes, des joueurs. Oui. 2 sanctions sortent vraiment du lot. D'abord, Rafik Guitane, suspendu 4 matchs. 4 matchs, c'est énorme. Son crime, c'est quoi en fait? Alors son crime, selon les dires, aurait été de vouloir s'approcher de l'arbitre, de lui serrer la main et de lui demander pourquoi il ignorait ses coéquipiers. Donc un geste d'incompréhension en somme. Voilà. Et pour ça, 4 matchs. Et à côté de ça, on a Lucas Zidane. Lucas Zidane, lui, c'est 2 matchs de suspension. On nous dit qu'il aurait répondu à des provocations de l'équipe adverse. Donc si je résume, réagir à une provocation, c'est 2 matchs. Poser une question sur un manque de respect, c'est 4. La logique m'échappe un peu. La question se pose, oui. Est-ce que la justice sportive est aveugle ou est-ce qu'elle regarde ailleurs quand ça l'arrange ? C'est ce décalage qui nourrit le suspens. Dans le foot, il y a des barèmes, des précédents. 4 matchs de suspension, c'est pour un tacle assassin, une insulte grave. Un comportement violent, oui. Là, pour une altercation verbale après le match, ça semble complètement hors sol. On a l'impression que le contexte du match a pesé bien plus lourd que les faits eux-mêmes. C'est ça. Ces sanctions humaines, ce sont les premières salves. Mais c'est quand on regarde le volet financier que la stratégie d'ensemble se dessine. Ah, l'addition, parce qu'elle est longue, la liste. Oui, ajoutons les chiffres à cette dimension humaine. C'est une accumulation méthodique. D'abord, $5 000 pour conduite incorrecte de l'équipe. Et la justification, c'est 5 cartons jaunes reçus pendant le match. 5 cartons jaunes. Dans un match à élimination directe, tendu, c'est presque la norme, non ? Ben oui, c'est courant. Le transformer en infraction financière, c'est déjà un premier message. C'est une façon de dire, même le combat sur le terrain, s'il est un peu trop rugueux à notre goût, on vous le facture. La suite, c'est $25 000 pour des incidents après le match. C'est très vague, incident. Extrêmement vague. Et c'est là le problème. Les sources qu'on analyse soulignent que les rapports officiels manquent de précision. Qui était impliqué ? Quelles actions précises ? Sans ça, une amende de $25 000, ça devient un acte de pouvoir discrétionnaire. On vous punit, et on n'a même pas besoin de vous dire exactement pourquoi. On continue la liste. $5 000 pour l'usage de fumigènes par les supporters. Bon, ça, à la limite, c'est un classique. Mais ça s'ajoute au reste. Ça s'ajoute, oui. Mais la ligne suivante est plus intéressante. $5 000 de plus pour des jets d'objets. Et là, il y a contestation, c'est ça ? Exactement. Ce fait est formellement contesté par la fédération algérienne. Elle dit avoir des preuves vidéo que rien n'a été jeté depuis ses tribunes. Donc si c'est vrai, ça veut dire qu'on sanctionne sur la base d'un rapport, même s'il y a des preuves contraires. C'est ce que ça suggère. Et pour finir, $10 000 pour non-respect des mesures de sécurité. Le total, ça monte à combien ? On frôle les $100 000 d'amende, sans compter les suspensions et les autres frais. Ce n'est plus une punition, c'est un message envoyé par virement bancaire. C'est une saignée financière. Et l'analyse qui en est faite est claire. Aucune de ces amendes, prises isolément, n'est complètement inédite. C'est leur accumulation. Leur accumulation systématique, leur sévérité et le flou qui entoure certaines d'entre elles. Ça crée un sentiment de harcèlement disciplinaire. Mais tout ça, ce n'est que l'emballage. Le vrai cœur de l'affaire, c'est une amende bien précise. C'est la $50 000, la plus lourde. Oui. Et le motif est presque philosophique, geste offensif et abusif de la part des supporters. Et ce geste, c'était quoi ? Un geste simple. Ils ont brandi des billets de banque. En direction des officiels. Un geste silencieux, universel, le symbole de la corruption. Voilà. Et c'est là que toute l'affaire bascule. On quitte le terrain des infractions au règlement Exactement. pour entrer dans le crime de lèse-majesté. C'est exactement ça.
Brandir des billets, ce n'est pas contester une décision, c'est accuser l'institution tout entière, son intégrité. C'est une attaque symbolique d'une violence inouïe pour une organisation comme ça. Mais jouons l'avocat du diable une seconde. Une institution comme la CAF ne peut pas voir des milliers de gens l'accuser de corruption en direct et ne rien faire, non ? C'est une provocation frontale, c'est sûr. Ils étaient presque obligés de réagir. Certes, mais la question, c'est la nature de la réaction, sa proportionnalité. Et c'est là que les sources qu'on analyse apportent un élément de comparaison dévastateur. Un précédent. Un précédent, oui. Un joueur égyptien, il y a quelques années, aurait fait un geste très similaire avec des billets sur le terrain face à un arbitre. La sanction ? Aucune. Aucune. Jamais inquiété. Que ce soit parfaitement exact ou non, sa simple existence dans la mémoire collective alimente cette idée d'une justice à deux vitesses. Une justice qui dépend de qui accuse et surtout de qui est accusé. Le message est limpide. Vous pouvez penser qu'on est corrompu, mais le dire vous coûtera 50 000 $. C'est un tarif pour le silence, le prix de l'insubordination. Et selon le récit qui est présenté, cette amende de 50 000 $, c'est pas juste une ligne sur la facture, c'est le prétexte qui a permis de déchaîner tout le reste. C'est la clé qui ouvre la porte des coulisses, là où le football n'est plus un sport, mais une arme politique. Justement, allons-y dans ces coulisses. Parce que le récit va plus loin que de simples sanctions disproportionnées. Il dessine les contours de ce qui est présenté comme une opération planifiée, une vengeance. Et un nom est cité comme étant l'architecte de cette manœuvre, Fawzi Lekadja. Et ce nom n'est pas anodin. Pour ceux qui suivent un peu, c'est le président de la fédération marocaine, mais surtout un poids lourd au sein de la CAF et même de la FIFA. Le mentionner, c'est immédiatement placer l'affaire dans le contexte des relations diplomatiques très tendues entre l'Algérie et le Maroc. Le football devient un terrain d'affrontement par procuration. Une sorte de guerre froide qui se joue sur le gazon et dans les couloirs. Alors, quels sont les arguments pour étayer cette thèse qui est quand même très grave ? Eh bien, les sources compilent une série d'éléments qui, mis bout à bout, visent à prouver une partialité systémique. Le premier, c'est le déroulement du match lui-même. On parle d'une impunité accordée à l'équipe adverse ? Oui, quasi totale, et avec des détails qui semblent presque absurdes. Comme cette histoire de la serviette du gardien algérien qui aurait été volée par des joueurs adverses en plein match. Pour le déstabiliser, ça peut faire sourire, mais dans un climat pareil, ce genre d'acte d'anti-jeu non sanctionné, ça met de l'huile sur le feu. C'est le genre de détail qui transforme une défaite en un sentiment profond d'injustice. Le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Que l'arbitre a choisi son camp. Exactement. Le deuxième pilier de cette thèse, c'est la protection qui serait accordée à certains arbitres très controversés. On rappelle que l'arbitre de ce match et d'autres officiels ont un passif assez chargé avec l'Algérie, avec des décisions très contestables par le passé. Tout à fait. Et le fait de les voir non seulement maintenus, mais promus, est perçu non pas comme une coïncidence. Mais comme la preuve d'un système qui protège ses hommes de main, ceux qui peuvent gérer un match dans le sens souhaité. C'est un point crucial. Si les arbitres sont vus comme des instruments politiques, alors c'est toute la confiance dans le jeu qui s'effondre. Et ça va encore plus loin. Les allégations les plus graves, elles dépassent le terrain. C'est-à-dire, On fait état de tentatives de déstabilisation de l'équipe algérienne dans son hôtel avant le match. ah oui, Bruit nocturne, perturbations organisées, des manœuvres qui, si elles sont vraies, relèvent du sabotage, purement et simplement. l'ensemble brosse le portrait d'une institution qui utiliserait son pouvoir de manière très sélective. Face à ce qui est décrit comme une offensive coordonnée, comment réagit la cible ? La fédération algérienne, elle a des moyens de se défendre. Elle a réagi publiquement et avec force. Il y a eu un communiqué pour dénoncer des sanctions sévères et injustes. Et surtout, elle a annoncé son intention de faire appel. Oui, d'utiliser toutes les voies de recours. D'abord en interne à la CAF, puis, si ça ne suffit pas, d'aller plus haut. C'est-à-dire ? Le tribunal arbitral du sport, le TAS, Le TAS, oui. la Cour suprême du sport mondial et potentiellement la FIFA. Mais la vraie question, et c'est tout le drame de la situation, c'est est-ce un combat qui peut être gagné ? Peut-on contester efficacement un système quand on a le sentiment que ce système est à la fois juge et partie ? C'est tout l'enjeu stratégique. Sur le papier, le droit existe, mais dans la réalité de ces grandes institutions, on sait que le pouvoir politique, les réseaux d'influence, Ça pèse souvent plus lourd que les arguments juridiques. malheureusement, c'est la crédibilité de la gouvernance de la CAF qui est en jeu. La manière dont elle va gérer cet appel sera un indicateur très puissant. Il y a deux options en fait. Soit elle joue l'apaisement, réexamine le dossier, réduit peut-être les sanctions pour montrer un signe d'ouverture. Ce qui serait vu comme un aveu de faiblesse en interne.
Ou alors, elle confirme tout, envoie un message de fermeté absolue et renforce l'idée d'un système totalement verrouillé. Dans tous les cas, l'institution est dans une position délicate. Et cette affaire en Algérie, j'imagine qu'elle a complètement dépassé le cadre sportif. Absolument. C'est devenu une question d'honneur national. On a vu des appels à l'unité sacrée pour défendre la fédération, l'équipe. Ça cristallise toutes les frustrations, le sentiment d'être persécuté. C'est ça. L'issue de cette procédure déterminera bien plus que le sort de quelques joueurs ou d'une amende. Elle dira si les recours légaux ont encore un poids face aux manœuvres de couloir. C'est un test pour l'état de droit dans le football africain. Au fond, la question est, si les règles du jeu peuvent être tordues, réécrites en coulisses par ceux qui ont le pouvoir, à quoi bon jouer le match ? Est-ce que ce n'est pas le symptôme d'une crise de gouvernance bien plus profonde qui ronge le sport mondial ? Une crise où la logique de puissance, d'influence, a tout simplement supplanté l'éthique sportive. On se focalise beaucoup sur la recherche de coupables, sur les intentions cachées de tel ou tel dirigeant. C'est humain, c'est la logique du thriller géopolitique. Mais la question la plus troublante, elle est peut-être ailleurs. Oui, qu'advient-il d'un sport lorsque ses supporters, ses joueurs, ses acteurs en viennent à croire que les batailles décisives ne se gagnent plus sur le terrain ? Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, Exactement, quand le résultat semble se décider avant même le coup d'envoi. ce n'est pas juste un match qui est en péril, c'est l'essence même du sport.